Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence pour vous présenter le réseau Ferme d'Avenir. Là, je laisserai bientôt le mic à Pierre Pajot, qui est venu aussi représenter le réseau. Bien sûr, on aura le temps de faire la conférence et de prendre un petit temps de questions-réponses. Après quoi, Renaud Bertrand sera présent. C'est un paysan boulanger qui est en cours d'installation actuellement en Loire-Atlantique et qui est en train de s'exprimer sur son projet. Vous aurez évidemment l'occasion de lui poser toutes les questions que vous désirez. On va partir en mode apéro partagé. Donc, Pierre, je te passe le micro et carte blanche pendant une heure pour faire la présentation. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Pajot, je suis directeur du développement du réseau Ferme d'Avenir, de l'association Ferme d'Avenir. On va être ensemble, en tout cas, sur cette première partie pendant une heure. Donc, je vais essayer d'être pas trop ennuyeux. N'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, posez vos questions, attendez pas la fin pour rendre la chose un peu dynamique. Si ça vous démange, ça vous titille, allez-y, quoi. Voilà. L'idée, c'est que je puisse vous parler de l'association, de la vision qu'on a de la permaculture et de ce qu'on a envie de développer, de déployer sur les territoires. Je voudrais commencer par un chiffre qui a été très important dans la construction de l'association et de notre prise de conscience. Le directeur de l'association, c'est Maxime Rostolan, qui est le fondateur, que vous connaissez peut-être. Il a été très marqué par ce chiffre. En 1940, il fallait 1 calorie fossile pour faire 2,4 calories alimentaires. Et aujourd'hui, quelques dizaines d'années après, il faut 7 à 10 calories fossiles pour faire une seule calorie alimentaire. Ce chiffre, il nous dit beaucoup de choses. Il nous dit surtout qu'on est terriblement pétrodépendant et que si demain le prix du baril de pétrole flambe, on est incapable de produire de la nourriture sur le territoire. On est terriblement contraint par l'énergie fossile. Donc ça, c'est un des éléments du contexte, mais il y a deux autres éléments du contexte importants. Un choc générationnel très fort, dont on parle peu, qu'on voit assez peu venir. Mais en fait, en 2020, donc c'est demain, il y a 40% des agriculteurs qui seront en âge de partir à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'ils partiront tous tout de suite, mais ça veut quand même dire qu'on est à l'aube d'un changement générationnel puissant et profond dans nos campagnes. Donc le deuxième point, je vous en ai déjà parlé, c'est le choc énergétique, on est extrêmement pétrodépendant. Et le troisième choc, c'est le choc environnemental. Alors je ne vais pas vous faire le coup de qui pense que le réchauffement climatique arrive, etc. C'est un fait, c'est avéré, c'est mesuré. Ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est l'ampleur que ça va être, On parle de plus 3 degrés en France à horizon 20-25 ans. On ne sait pas exactement, on imagine que ce sera ça. On sait que ça s'accélère. Et on n'a aucune idée des conséquences que ça aura sur les écosystèmes productifs et non productifs. Aucune. Ce qui est sûr, c'est que si vous parlez à quelqu'un qui fait de la gestion forestière aujourd'hui, il vous dit que dans certains endroits, ils disent qu'ils planteront plus de chênes, qu'ils plantent plus de chênes, parce qu'ils se disent que dans 25 ans, ils pensent que dans 25 ans, il n'y aura plus de chênes qui pourront pousser à cet endroit. Ça, c'est sur l'écosystème d'une forêt. Sur les écosystèmes productifs, donc les endroits où on produit de la nourriture, on est incapable aujourd'hui de savoir les conséquences que ça a. Donc voilà, on a ce triple constat. Il y en a plein d'autres, je ne vous fais pas le coup du suicide des agriculteurs, je ne vous fais pas le coup du fait que c'est de plus en plus mauvais ce qu'on a dans nos assiettes, etc. Et donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et la voie qu'on pense, une des solutions qu'on pense qui pourrait permettre de résoudre ce constat, c'est la permaculture. Alors, permaculture, qui connaît et saurait plus ou moins définir le terme? Levez la main. Ok. Alors, la définition extrêmement théorique, c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on voit pas trop bien ce que ça veut dire. Si on essaie de résumer rapidement, ça veut dire que c'est une manière de concevoir, de construire, d'organiser ce que peut faire l'être humain de manière équilibrée. Ça veut dire aussi que ça s'applique à tout et pas que à l'agriculture. Ça, c'est une première idée reçue que certains ont peut-être, la permaculture, même si on entend culture, agriculture, etc., ça ne s'applique pas du tout que à l'agriculture. On peut faire de la permaculture en politique, avec ses amis, dans la mode, voilà, que sais-je quoi. Donc, la permaculture, voilà, c'est quelque chose d'assez large. La permaculture, quand on la résume, ou quand on essaye de la synthétiser un petit peu, c'est 3 éthiques. C'est le fait de partager la richesse,
partagé équitablement, c'est le gâteau là. C'est le fait de prendre soin de l'humain, voilà, c'est assez large, et c'est le fait de prendre soin de la Terre. Donc c'est appréhender nos modes de vie, quels qu'ils soient, avec ce triple prisme. Si on résume rapidement. Alors, si on applique maintenant la permaculture à l'agriculture, si je donnais une définition un petit peu rapide, je dirais qu'on fait du biomimétisme. Alors, biomimétisme, qui connaît? Un peu plus. Ok, donc concrètement, hein, c'est le fait, c'est ce que fait l'être humain depuis la nuit des temps, c'est-à-dire s'inspirer de la nature, regarder la nature, qui a développé des technologies, des systèmes extrêmement complexes depuis 3,5 milliards d'années, et qui essaye de les appliquer pour ses modes de vie. Il y a plein d'exemples. Un des plus connus, c'est le martin pêcheur, qui a inspiré le nez du Shinkansen, c'est le TGV japonais. Voilà, parce qu'en gros, le martin pêcheur, pardon, il a une capacité de passer de deux états à l'état d'air, de l'air à l'eau, perforer l'air finalement très rapidement, avec une très faible perte de vitesse. Donc les mecs ils se sont dit, bon voilà, il faut qu'on fasse aller très très vite un train dans de l'air, comment on peut faire, et donc ils se sont inspirés de ça. C'est le fémur qui a inspiré la tour Eiffel. Voilà, et comme ça, il y en a plein. Donc concrètement, si on essaye de faire une définition rapide de la permaculture, on pourrait dire que c'est faire du biomimétisme. Donc concrètement, c'est faire ça, c'est regarder une forêt, voilà, et c'est de se dire, mais comment ce truc-là, où il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a que l'énergie solaire, il n'y a pas d'intrants, il n'y a rien, ça produit une quantité phénoménale de biomasse, gigantesque. Et ça se renouvelle, et il n'y a pas de déchets, etc., etc. Donc concrètement, en tout cas si on fait une définition rapide, la permaculture appliquée à l'agriculture, c'est ça, c'est se dire mais comment on part d'écosystèmes tels qu'un écosystème forestier pour mettre en place des écosystèmes productifs, donc qui sont capables de produire de la nature, de la nourriture. Donc ça donne des trucs comme ça, voilà, ça change un petit peu des champs traditionnels, où on essaye de dupliquer des systèmes qui fonctionnent, genre couvrir le sol, genre associer des cultures. Voilà. J'y reviendrai après plus en détail, mais c'est pour vous donner un petit peu l'approche. Voilà, donc associer des cultures, poireaux, etc. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais du coup, la permaculture, appliquée à l'agriculture, ça a donné 12 principes, qui sont écrits ici, que vous pouvez retrouver facilement, qui permettent d'être en cohérence, c'est-à-dire de créer des écosystèmes productifs qui peuvent nourrir l'être humain, autour du fait de partager équitablement les ressources, autour du fait de prendre soin de la nature et de prendre soin de l'humain. Alors, concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait chez Ferme d'Avenir? On a un projet fondateur, donc voilà, vous avez compris le constat, l'agriculture, permaculture, ça nous semble être une manière de résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Et donc nous on s'est dit, bon maintenant, ça c'est de la théorie, il faut qu'on arrive à l'appliquer, il faut qu'on arrive à le faire, il faut qu'on arrive à... On a entrepris quoi, on est des entrepreneurs sociaux. Donc on a fait une ferme fondatrice à la Bourdaissière, donc à Montlouis-sur-Loire, pour ceux qui connaissent, à côté de Tours. Ouais. Et on s'est dit, ok, maintenant il faut qu'on arrive à le créer. Certains d'entre vous connaissent sans doute la ferme du Bec et Loin, qu'on voit dans le film Demain, une ferme qui est près de Rouen, qui a dit que qui ont montré, via des chercheurs de l'INRA, que sur 1000 mètres carrés, on pouvait faire 57 000 € de chiffre d'affaires. Et en faisant une agriculture qui régénère les sols, etc., etc., etc. Donc nous on s'est dit, ça c'est extrêmement intéressant, mais il y avait quelques biais dans cette étude. Alors, entre guillemets, alors, pas des biais, mais il y avait des petits défauts qu'il fallait améliorer. C'est que, l'étude du Bec et Loin, elle a été menée 7 ans après la création de la ferme, et que c'est l'étude de 1000 mètres carrés au sein d'un écosystème de 20 hectares. Donc on s'est dit, comment on arrive à montrer que ce système marche sans ça? Donc ce qu'on a fait ça, donc à gauche pour vous. C'était ce que c'était avant, donc c'était une prairie, fauchée une fois par an. Donc c'était un parking, quoi, il y avait des voitures qui venaient se garer, il n'y avait rien. Et on s'est dit comment à partir de rien, on crée un écosystème productif, une ferme, capable de nourrir, capable de créer de l'emploi, etc., etc. Et on s'est mis 3 objectifs. Alors ça fait 1,4 hectare, d'accord? On n'a pas cultivé 1,4 hectare tout de suite, mais ça fait 1,4 hectare. Le parking que vous avez vu, l'ex-parking. Et on s'est mis 3 objectifs. Le premier, qui est extrêmement important, c'était d'atteindre un équilibre économique à 4 à 6 ans. Donc on a commencé en 2014, avril 2014, premier coup de pioche, de bêche. C'est extrêmement important.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'équilibre économique, on n'arrivera jamais à faire changer le système. Oui, on pourra faire des potagers, oui, on pourra aller vers un mode de vie, mais on ne pourra jamais mettre en place, on pourra jamais remplacer le système dominant. Donc c'était un point très important pour nous. Le deuxième point, c'était de créer de l'emploi, de créer des postes, de faire vivre des gens décemment de ce métier et de rendre attractif le métier. Donc on voulait créer, on a créé 3 emplois sur 5 hectares 4. Et le troisième point, qui était extrêmement important, c'est on voulait absolument que ça coûte moins cher qu'un gros tracteur. Un gros tracteur, ça coûte 100 000 euros, 50 000. Et on voulait que les investissements puissent tenir dans cette enveloppe, et ont tenu dans cette enveloppe de 100 000 euros. C'est un investissement donc terrain complet? Alors on est en location. En gros, mais quand bien même, un hectare de terre, hein, en moyenne en France, je crois que ça coûte 4 500 euros. Donc un hectare 4, voilà, ça aurait coûté 7 000 euros. On est à moins de 100, on est à moins de 93, donc voilà, ça rentrait pas. Donc on a fait ça. C'est les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc du coup, on a obtenu des résultats. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des chiffres, mais c'est pour vous dire qu'on avait vraiment pour ambition de faire un suivi pointu, précis et scientifique de tout ce qu'on avait, tout ce qu'on allait et tout ce qu'on a réussi à faire, et aussi de tous les échecs, pour que demain d'autres puissent s'en inspirer et du coup créer d'autres fermes, etc., etc. Tout est en open data, vous pouvez tout consulter sur notre site internet. Quelques points intéressants, c'est que donc, nous on fait une agriculture qui est non dépendante des énergies fossiles, donc il y a très peu de tracteurs, on n'a pas de tracteur, on a juste un motoculteur et la consommation d'essence qui est quelque part, jusqu'à maintenant. Il y a le nombre d'emplois qu'on a créés, les très faibles intrants qu'on utilise, le nombre d'arbres qu'on a plantés, la surface cultivée et le chiffre d'affaires qui croît d'année en année. Alors il n'y a pas les chiffres de 2016 parce qu'on n'a pas encore tout mis à jour, mais cette année on devrait être autour de 30 000 euros. Et ça, un point très important, alors rentrons pas forcément dans les détails, le chiffre le plus important c'est celui de gauche, c'est la matière organique. C'est-à-dire que on est capable de mettre en place des systèmes productifs qui régénèrent les sols, qui aggradent les sols, comme on dit, et donc on augmente le taux de matière organique dans le sol. Si vous voyez la différence entre 2014 et 2015, on a multiplié à peu près par 4 le taux de matière organique du sol. Et donc sa capacité à produire et à continuer de produire. On n'a pas épuisé les sols. Alors là on ne voit pas grand-chose, mais concrètement c'est une boîte à outils, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, comme on a commis des erreurs, qu'on a testé des techniques et qu'on a voulu démystifier aussi certaines techniques qu'on disait inspirées de la permaculture, permacole, mais finalement qui avaient peu d'effets productifs, on les a testés, on les a éprouvés, et ensuite on les a rendus disponibles en open data dans une boîte à outils. Donc en ligne, vous avez une multitude de fiches, je crois qu'il y en a 44, comme le département ici, 44 fiches de conseils en permaculture, concrets. Donc ça c'était la partie ferme de la Bourdaissière. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu plus largement la vision de ferme d'avenir et ce qu'on veut faire, et donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Dans les 100 000 euros, il y a quoi en fait? Alors il y a un mélange, il y a donc les serres, la préparation du sol, un petit bâtiment, des outils divers et variés, dont le motoculteur, mais aussi des bêches, grelinettes, etc. J'oublie des choses, mais voilà, principalement. L'irrigation, voilà. L'irrigation, donc forage, pompe, bassin tampon. Le financement de départ, c'était. Il y a eu un prêt, il y a eu quoi pour les financements des 100 000 euros? Alors, nous, en termes de financement, on est passé par des partenaires. Il y a une multitude de partenaires qui sont des acteurs publics et privés qui ont voulu, qui étaient conscients que le système était à bout de souffle et voulaient tester le modèle. Donc c'est là où, entre guillemets, on est un peu spécifique ou un peu biaisé, c'est que nous, notre mode de financement, c'était un mode de financement partenarial. Mais c'est aussi toute l'ambition, et c'est pour ça qu'on a voulu que l'investissement soit faible, en tout cas atteignable, c'est pour que des particuliers, des gens qui vont se lancer, qui n'ont pas un bagage financier fort, puissent emprunter, soit auprès d'une banque traditionnelle, le Crédit Agricole, je ne recommande pas spécialement, mais bon, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, NEF, pour ceux qui veulent être encore plus en cohérence, et financement participatif. J'y viendrai après, on a une plateforme également de financement participatif qui s'appelle Bluebees. On a levé 1,5 million cette année pour financer justement des projets de ce type-là. Des gens qui veulent s'installer, auxquels les banques disent « mais les gars, je ne sais pas de quoi vous me parlez », et qui du coup se financent auprès de citoyens, qu'on rémunère. Donc
c'est vraiment du prêt, hein, c'est du crowdfunding, du crowdlending, comme on dit, pardon, pas du crowdfunding, c'est pas du don, c'est du prêt, de particulier à particulier, ou de particulier à professionnel ou à nouvelle installée en agriculture. Donc, ça, c'est le système agricole actuel. Alors, comme ça, c'est pas évident. Concrètement, aujourd'hui, le système agricole, c'est trois choses. C'est le capital économique, l'activité économique que ça crée, le capital naturel, son impact sur l'environnement, et le capital social. Nous, notre vision, c'est de réfléchir à la manière dont l'agriculture, demain, donc pas celle qui existe aujourd'hui, mais celle que nous on veut créer, qu'on appelle de nos voeux, peut travailler sur ces trois capitaux. Parce que quand on regarde aujourd'hui un petit peu dans le détail, sur la partie par exemple capital financier, alors, il y a 2-3 chiffres marrants, pas drôles du tout. Aujourd'hui, il y a 2/3 des exploitations agricoles, hein, sur les 557 000, il me semble, qu'il y a en France. Il y en a 2/3, si on leur enlevait les subventions, elles seraient déficitaires. Je pose question. Deuxième chiffre qui est assez dur, c'est que l'endettement moyen des exploitations, c'est 160 000 euros. Pareil, c'est une charge financière qui est soit pour un nouvel entrant, un IMA non issu du monde agricole, impossible à atteindre. Alors, personne ne peut s'endetter à 160 000 euros. En tout cas, c'est compliqué. Et on a un déficit de notre balance commerciale de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, les fruits et les légumes, on importe 4 milliards d'euros. Ça, c'est sur la partie financière. Et il y a une perfusion de la PAC de 7 milliards d'euros de l'agriculture en général par an. Deuxième point, la partie capital social et humain. Aujourd'hui, en 20 ans, on a perdu 1 million de personnes dans les campagnes qui produisaient. On a détruit, d'une certaine manière, 1 million d'emplois. Ça a un impact terrible, comme je vous ai dit tout à l'heure, les agriculteurs qui partent à la retraite. On est sur un mode de production qui a un impact très fort sur l'emploi et sur la santé aussi. J'y reviendrai après, mais le coût pour la santé de notre mode productif, il est difficile à chiffrer parce que c'est difficile de flécher pile agriculture ou mauvaise alimentation, cancer par exemple, mais on peut le chiffrer, c'est en milliards d'euros. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, ou en tout cas qui est fondamental aussi, c'est l'impact que ça a sur le capital naturel. Aujourd'hui, on est sur un mode d'agriculture qui, en une quarantaine d'années, a créé 60% de sols morts. Il y a 60% des sols en France qui sont morts. Voilà, pas de terre, rien, ça pousse plus. On a un système agricole qui fait 20% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on est sur des taux de pollution qui sont terribles. Et un dernier chiffre qu'on aime bien mettre en avant et qui est quand même fabuleux sur ça, on estime le coût de l'agriculture conventionnelle à 60 milliards par an, ce qui est peu ou prou le montant de la production. Donc en fait on produit, mais ça nous coûte autant, la valeur de la production est égale au coût que ça a pour la société par an. Voilà. Donc c'est un mode de production qui nous étonne. Et donc du coup nous on se retrouve, en fait on est un peu face à ce dilemme-là, c'est-à-dire que d'un côté ça pousse pour faire du hors-sol, du high-tech, de l'agriculture urbaine avec de l'hydroponie sur les toits, avec de très forts niveaux d'investissement. Et à côté, il y a un modèle concurrent que nous on appelle de nos voeux en plein sol, low-tech, manuel, et la monoculture, la massification, les champs à perte de vue semblables, sans diversité, et de la diversité, de la biodiversité des petites surfaces. Nous à la Bourdesière, vous l'avez compris, on fait de la variété d'espèces, on crée de la matière organique, et par rapport à ce travail-là, donc au-delà de l'expérimentation de la Bourdesière, on s'est dit, oui, on a fait une expérimentation qui est intéressante, mais il faut aller plus loin que ça. Donc on a fait ça, c'est un plaidoyer, ça fait 150 pages, où on a chiffré, on a réfléchi à toutes les externalités positives et négatives de notre mode de production agricole. Pour vraiment comprendre, à l'échelle nationale, ce que ça a comme implication, ce qu'on fait, et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme bonne implication, ce qu'on pourrait faire demain et ce que certains commencent déjà à faire aujourd'hui. On s'est rendu compte de plusieurs choses, que d'abord les trois capitaux n'étaient pas substituables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer du capital économique et se dire on va réparer la nature ou on fait quelque chose qui est vertueux pour l'environnement mais on détruit de l'emploi. Ça marche ensemble. Voilà, c'est pas excluant. On a vraiment, je vais après rentrer dans le détail, mais montré des exemples concrets de ce qu'on pourrait faire, les solutions qui pourraient exister, et on a chiffré. On a vraiment chiffré, c'est les chiffres que je vous distillais de quel impact tout ça pourrait avoir.
Alors, on a fait ça. Notamment, ça, à gauche, c'est la compta d'une ferme classique. Donc, une ferme classique, il y a un petit peu de charge de personnel, d'accord, c'est le truc qui est en haut à gauche. Il y a un peu d'achat de matières premières, et il y a surtout beaucoup de charges financières et beaucoup d'amortissements. Concrètement, on a fait des gros prêts, on paye beaucoup de charges, on paye beaucoup d'intérêts, et on a fait des gros achats, des gros tracteurs, des grosses machines, qu'on amortit. Et on a un petit peu de subvention quand même en moyenne. Là, c'est un compte sur résultat pour une exploitation maraîchère. C'est plus pour ceux qui font du céréal, etc. Et donc, on a un peu de subvention. Et ce qui n'est pas pris en compte dans la compta classique, charge produit, dépenses recettes, c'est tout le coût que ça a pour la société. C'est-à-dire que dans ça, on ne fait pas payer, il n'y a pas de charge sur la pollution à traiter. Il n'y a pas de charge sur le coût pour la santé, la biodiversité. Les gaz à effet de serre, de manière extrêmement concrète, aujourd'hui on a un système agricole, pour vous donner un exemple, qui pollue l'eau environ pour 6 milliards par an. Ce ne sont pas les agriculteurs qui produisent de cette manière qui payent. C'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est dans nos impôts, quoi. C'est impôts locaux, pour le coup, souvent. Et à droite, il y a la compta d'une ferme écologique, agroécologique, inspirée de la permaculture, dans lequel il y a des charges de personnel qui représentent la majorité des charges. Il y a un achat de matières premières et de fonctionnement qui est à peu près semblable, et il y a de faibles charges de financement et d'amortissement. Et il n'y a pas de subvention, et il y a des ventes de légumes. C'est-à-dire que nous, on promeut et on met en place un modèle non dépendant des subventions. Et ça, c'est sans prendre en compte, pour le coup, les services, ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse, les services écosystémiques rendus. Concrètement, ça veut dire tout ce qu'une ferme de ce type-là fait pour la société en filtrage de la qualité de l'eau, en préservation du capital naturel et social. Donc toute notre ambition... Concrètement, c'est quoi la rémunération pour service social et la rémunération pour service environnemental? C'est par exemple le fait de ne pas polluer l'eau et de ne pas avoir à payer pour la traiter. Non, mais ceux en violet, là, les roses, rémunération pour service social et service environnemental. Mais justement, c'est tout l'objet de notre travail. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on veut créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ou très peu. Nous, ce qu'on veut, c'est justement, auprès des pouvoirs publics, auprès des entreprises, montrer tout ce que rend comme service ce type de ferme, mettre un prix dessus et le monétiser, le faire payer. Typiquement, le fait de ne pas dégrader les sols, le fait de recréer de l'emploi sur le territoire, des emplois directs, des emplois indirects, induits, le fait de recréer de la biodiversité, le fait de faire du lien social, en faisant venir par exemple des enfants et les sensibiliser, ou des personnes âgées, ou même tout à chacun, pour les sensibiliser à l'agriculture. Tout ça, tous ces services que ça crée, ça on veut le faire rémunérer. Et c'est tout l'objet de ce plaidoyer. Comment on perçoit le but de faire rémunérer, encourager les autres pour Pourquoi on veut rémunérer ces services écosystémiques? Pourquoi on veut les faire rémunérer? Oui, parce que c'est la nature. Alors, nous, pourquoi on veut le faire, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent des maraîchers qui font ce type d'emploi, le revenu moyen d'un maraîcher, c'est 600 €. Voilà, quand ça se passe bien, quand il n'y a pas d'inondation, quand il n'y a pas une saison pourrie comme cette année. Et donc, nous, on veut d'abord recréer de l'attractivité pour le métier et surtout offrir un revenu décent à ce travail. Et donc, pour obtenir un revenu décent, oui, il va falloir augmenter peut-être les prix de vente, il va falloir faire que ce qui est créé, c'est-à-dire de l'alimentation de qualité. C'est-à-dire mettre... aujourd'hui, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, payer 7,50 € dans un kilo de haricots verts, ça paraît cher, si on fait un sondage. Mettre 100 € dans une paire de baskets, même pas peur, quoi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on remet la valeur où il faut, mais ça suffira pas. Et puis, les gens ne seront pas prêts à acheter ou pas tout de suite. Donc, nous, c'est se dire comment on crée des rémunérations pour les agriculteurs pour qu'ils puissent justement vivre décemment, enclencher cette transition, investir, et puis... un des principes de la permaculture, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à résister à un choc. Souvent, pour résister à un choc, on aime bien dire qu'il faut avoir de la diversité. Parce que voilà, on marche sur plusieurs jambes. Donc, si demain il y a un problème de production, si demain quoi que ce soit, il y a plusieurs jambes sur lesquelles les maraîchers pourront marcher. Donc ça, voilà, c'est... Madame là-bas. Je comprends ce que vous dites, seulement qui prendra en charge ce surplus en fait? Est-ce que c'est le consommateur ou est-ce que ce serait les pouvoirs publics ou des formes quelconques? Il y a trois manières de le voir. Alors, j'en parle un peu après, mais je réponds quand même à la question. Ça peut être le consommateur, c'est possible. On peut imaginer
Aujourd'hui, si on mettait la vraie valeur dans un kilo de tomates en agroécologie, il faudrait sans doute augmenter la valeur pour qu'il y ait des revenus décents pour tout le monde. Donc oui, déjà, peut-être que ça c'est un axe. Le deuxième axe, c'est des projets de territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des territoires qui paient pour... il y a deux modalités. Soit les territoires paient pour faire ce que ferait ce type d'agriculture si on le passait à l'échelle, c'est-à-dire préserver la biodiversité, c'est-à-dire filtrer l'eau, par exemple. Et, ça c'est le pendant négatif, ou c'est l'autre côté de la pièce, c'est qu'il y a des collectivités aujourd'hui qui paient pour filtrer l'eau parce que c'est pollué, pour recréer de l'emploi en faisant des mesures incitatives, etc. Voilà. Et la troisième possibilité, ce sont les entreprises. On a un exemple, il y a un cas qui existe, alors c'est avec les associations de chasseurs. Parfois, le fait que des agriculteurs préservent la biodiversité, créent des haies, créent des clôtures, etc., c'est des choses que sont prêts à rémunérer des opérateurs privés. Alors, la fédération de chasse, c'est un peu plus spécifique, c'est pas un opérateur privé en tant que c'est pas une entreprise, mais ça pourrait être un des axes à penser en tout cas. J'y reviens après un peu plus en détail, mais en tout cas, a priori, il y a ces trois axes-là qui sont possibles. Qui sont d'ailleurs pas excluants les uns les autres. Donc, après, on a essayé de chiffrer un petit peu la manière dont ça pourrait se faire si on passait à l'échelle. Alors, donc ça commence en haut à droite, c'est contre-intuitif. D'abord, il va y avoir un peu d'augmentation de la population. On va passer environ à 67 millions d'ici 2030. A priori, les tendances lourdes nous font croire qu'il va y avoir une baisse de la consommation carnée, une légère hausse de la consommation végétale. Et face à ces deux grosses tendances, on a évalué à peu près à 1 milliard de tonnes et à 900 millions d'euros de production pour rétablir le déficit de la balance commerciale sur les fruits et les légumes. Et face à ça, on s'est dit, ok, si on voulait tout relocaliser, tout produire de la manière dont on veut le produire et dont on le produit à l'amour des airs, c'est-à-dire bio, local, etc., etc., il faudrait créer 100 000 fermes d'ici 2030. C'est beaucoup, quoi. Okay, 100 000 fermes, ça fait 400 000 emplois, c'est pas mal. Mais il y a quand même quelques contre-courants qui empêcheront a priori de le faire aussi vite. Il y a le poids législatif, il y a des élections présidentielles dans quelques semaines, quelques mois, où il y a certains partis qui n'aiment pas forcément le terme d'agroécologie, qui ne le comprennent pas, qui ne sont pas forcément pour ce type d'écologie-là, d'agriculture-là. Donc il y a des contre-courants productifs, il y a le contre-courant du prix, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne pourra peut-être pas aller aussi vite, où tout le monde ne sera pas prêt à payer plus cher pour ce qu'il mange. Donc on s'est dit, un potentiel réaliste, c'est créer 25 000 fermes d'ici 2030, qui créeront environ 100 000 emplois agricoles, directs. Donc là, c'est sans les emplois induits. En général, on dit un emploi, créer un emploi induit, donc ce serait 200 000 emplois, 100 000 directs, 100 000 indirects. Et ça permettrait de nourrir 33% de la population française. Et donc, si on regarde rapidement le résultat économique que ça aurait de faire ça, si on le faisait à l'échelle nationale, on créerait 1 milliard d'euros de valeur par an, on économiserait 400 millions de dépenses sociales, on économiserait 20 à 80 millions d'euros par an de restauration écologique, et on économiserait de 0,6 à 2,6 milliards de frais de santé, dépenses de santé, quoi. Par exemple, imaginons qu'on crée une ferme dans un endroit où il n'y a rien. Bon, ça va être un peu caricatural, mais c'est pour aller vite. Imaginons qu'il n'y a strictement rien. C'est un lieu de désert, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune activité. 3 personnes se mettent à travailler sur place. Ces personnes, elles ont besoin ensuite, je sais pas moi, de vendre leur production. Donc peut-être qu'il faudra quelqu'un qui crée un magasin de producteurs. Ils auront besoin de mettre leurs enfants à l'école. Ils auront besoin d'envoyer du courrier. Ils auront besoin de se divertir et d'aller au cinéma de temps en temps, etc. C'est toute l'activité induite que ça crée. Alors il y a du indirect et du indirect plus. Indirect pas plus, c'est le indirect qui est directement lié à l'activité, c'est-à-dire qu'on produit pour quelqu'un qui distribue par exemple. Il y a direct et indirect plus, c'est voilà, il y a l'entité économique, puis il y a le fait qu'il y ait des gens qui vivent sur place et du coup qui ont besoin de consommer, de se divertir, de vivre, d'enseigner, etc. Et donc bon, vous avez les chiffres équivalents sur par exemple un petit bout de la Bretagne. Voilà. Alors ça va pas jusqu'à Nantes. Et donc, pour répondre à... On va pas faire le débat en Bretagne, je suis nantais, je le dis tout de suite. Et donc ça répond un petit peu à la question de là-bas, c'est comment on fait ça? Parce que bon, ça, c'est voilà, des beaux discours, mais comment on arrive à le mettre en œuvre? Donc il y a un peu 3 niveaux, un échelon national, un échelon local et un échelon ultra-local. Au niveau national,
On peut clairement faire évoluer la PAC. La PAC, elle se renégocie en 2020. Donc nous, on y travaille fortement. Je vous en parlerai après sur tout ce qu'on fait sur du lobbying. Donc vraiment, on fait évoluer la PAC et, par exemple, ne plus flécher à la taille de la surface, mais faire flécher à la qualité de la production. Par exemple, aujourd'hui, la PAC, elle est afférente à la taille des exploitations. Voilà, ça n'a pas forcément de sens. Le deuxième point, c'est innover fort sur la low-tech. Aujourd'hui, on utilise les mêmes serres qu'il y a 40 ans, alors qu'on est capable de modifier le génome du blé, quoi. Donc peut-être qu'on peut réfléchir différemment les financements. On peut créer des incitations fiscales pour les propriétaires privés, pour voilà, leur donner envie d'investir, par exemple, dans ce type d'agriculture. Au niveau local, un des points qui est le plus évident et que chacun de vous peut faire avec son maire, c'est lui dire ce serait sympa que les cantines des enfants passent en bio et local. C'est facile à faire, c'est facile à mettre en œuvre. Il y a une obligation légale, en 2020, il y aura l'obligation que 20% des cantines se fournissent en bio. 20%, c'est pas énorme. Donc voilà, là il y a un axe très clair d'action au niveau local. Il y a le fait de lancer, alors je ne rentre pas dans le détail, mais les points 6 et les points 7, c'est justement de mettre en place avec les acteurs locaux des circuits vertueux entre producteurs, collectivités et financeurs privés potentiels pour justement se dire bah, c'est débile, on pollue de l'eau, on met en place un système agricole qui pollue de l'eau, il faut qu'on paye pour retraiter l'eau. Voilà, il y a des possibilités de mettre en place des schémas territoriaux. Et au niveau ultra-local, on peut valoriser le foncier disponible en micro-agriculture. C'est l'avantage du système qu'on promeut, c'est que sur des petites surfaces, on dit en dessous du 1000 m² c'est compliqué, en tout cas pour en faire un système viable économiquement et pérenne, mais à partir du 1000 m², on peut créer une ferme type Bourg-Désert. On peut financer les maillons manquants de la chaîne de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut financer l'éducation dans les lycées agricoles, on peut financer les légumeries pour faire de la petite transformation, etc. Et on peut engager des achats alimentaires responsables. Je vous ai fait le coup de la cantine tout à l'heure. Mais ça marche pour vous individuellement. Concrètement, c'est les consommateurs, alors au sens large, hein, les particuliers, les entreprises, les entités plus larges, qui peuvent faire appel d'air. Ma petite question, justement, là, par rapport à tout ce qui est énoncé. Je reviens au premier, au 1, faire évoluer et renforcer les financements de la PAC. Le financement de la PAC, en général, pour l'agriculture, c'est le budget peut-être le plus important, non? D'aujourd'hui ou pas? Vous voulez dire dans le budget européen? Ouais, par exemple. Il me semble que c'est 40 milliards et c'est quasiment... En gros, l'Europe c'est 100 milliards. Il y a 40 milliards de FEDER, ou en tout cas tout ce qui est politique développement local. Et je crois que c'est 40 milliards la PAC, c'est quasiment des premiers postes. Et question, en quoi le fait que la PAC finance en fonction de la taille de la production, enfin le niveau de rémunération correspond par rapport à la taille de l'activité et non pas la qualité. En quoi le fait c'est un peu c'est aberrant. Enfin, je te pose la question de faire un peu de mettre dans une autre position pour essayer de comprendre si c'est vraiment possible de jouer sur cet axe-là. Je ne sais pas si vous comprenez parfaitement la question. En fait, là, vous l'avez dit juste avant, on peut jouer sur l'axe de la PAC pour faire financer donc, en permaculture, parce qu'en jouant sur la qualité de ce qu'on produit et non pas sur la taille des exploitations. Oui. Les grandes exploitations agricoles vont avoir une rémunération, un différent niveau de rémunération en fonction de la taille de leur exploitation. Oui. Et dans ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas forcément justifiable dans la question, mais pourtant, dans un sens, ça peut être justifiable, parce que qui dit plus grande taille dit plus de besoins, etc. Donc du coup, plus grand budget. Alors, en tout cas, tel que c'est fait aujourd'hui, et l'héritage de la PAC qu'on a aujourd'hui avec le regard qu'on a, c'est que ça a produit totalement l'inverse. C'est-à-dire que ça a favorisé la mécanisation et non l'emploi, ça a financé ça a favorisé la chimie, ça a favorisé la désertification des campagnes. Donc je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas parce que on va dire demain c'est plus la taille et c'est la qualité de la production que ça va tout changer. Ce qui est certain, c'est que le système tel qu'il a été mis en place aujourd'hui a eu, c'est même pas des effets pervers, mais c'est que ça a été catastrophique dans ses implications, et que flécher, en tout cas afférer l'obtention de subventions à une qualité de production plutôt qu'à une surface, ça nous semble un axe clé, efficace, pour inverser la tendance et changer d'échelle rapidement. D'accord, c'était pas un fait, mais un argument dans la négociation auprès des collectivités si un jour on a besoin de faire changer les choses à ce niveau-là. Voilà. Toujours par rapport à cette carte, vous ne disiez pas tout à l'heure qu'il faudrait une comptabilité sans subvention qui n'aurait pas compté sur les subventions? Oui.
Parce que ça, c'est un idéal, mais que pour enclencher un changement, c'est quand même bien d'avoir des financements qui permettent d'enclencher les choses. Nous, on n'est pas pour la mise en place d'un système qui dépend des subventions à terme. En revanche, le fait, pendant quelques années, de pouvoir flécher ces financements pour permettre des investissements ou des mutations, ça a un coût. Et ça, la puissance publique, collectivement, parce que la puissance publique concrètement c'est nous, le fait que les citoyens collectivement décident de financer ce type d'agriculture, c'est important. Mais je suis d'accord avec vous, en tout cas j'ai pas été précis sur ce point, c'est pas pour que ce soit pérenne, c'est vraiment pour permettre la transition. Voilà. À la fois l'installation de nouvelles personnes qui voudraient travailler dans ce mode agricole-là, et de permettre la transition de ceux qui sont déjà installés. Et du coup, il y a un gros poids politique et médiatique. Vous ne parlez pas, enfin, à un moment donné, de faire bouger les masses. J'y arrive. On est un petit groupe. J'y arrive. Non, on fait pas mal de choses là-dessus. J'en parle dans 2 secondes, mais on a lancé une pétition suite justement à ce plaidoyer. On a posté une vidéo qui a été vue 1 300 000 fois. Là, on rencontre tous les candidats à la présidentielle, par exemple. Voilà. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec vous, on va faire l'effort. Et bon, chacun, encore une fois, ça c'est le travail national, donc une association nationale, et on a l'ambition de nationalement faire changer les choses, mais chacun à son petit niveau, le maire de sa cantine. Franchement, c'est le plus simple, c'est le plus facile, et ça, pour le coup, ça peut être fait, et ça change déjà beaucoup de choses. J'ai vu une main se lever, je sais plus pas. J'avais une question, c'était par rapport au prix de faire un label. Parce que le problème aujourd'hui sur la visibilité des consommateurs, elle explique que le label AB, entre guillemets, qui commence à être très difficile, on va dire. Et que je trouve justement sur ces projets-là, pas forcément si on est impliqué dans l'agriculture, mais si on veut soutenir l'agriculture, il n'y a aucune visibilité sur savoir si ce produit-là il est dans un cadre permaculturel ou pas. Je suis d'accord. De traçabilité là-dessus. En fait, alors juste sur le label bio, nous, notre position, c'est quand même que c'est fondamental et c'est un minimum. C'est-à-dire que déjà, bio, pas poison, quoi. Pas bio, poison. On caricature un peu, mais déjà on enlève la majorité des pesticides qui sont quand même terribles et qu'on sait qu'objectivement c'est du poison. Donc c'est déjà un minimum. Après, clairement, ça va pas assez loin. C'est-à-dire que c'est un cahier des charges qui est uniquement sur les intrants, et qui prend pas en compte tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les aspects humains. Et puis on peut faire de la monoculture intensive en bio, ce qui n'est pas le modèle qu'on promeut, vous l'avez compris. Mais ça nous paraît un minimum. Sur la question de la lisibilité des consommateurs, nous clairement, ce qu'on a pour ambition, ce qu'on va faire, c'est de constituer un réseau. Et donc un réseau de fermes d'avenir où justement on veut donner cette lisibilité-là aux consommateurs. Mais c'est pas simple. Est-ce que vous associez avec des labels qui sont déjà existants, comme Biocohérence par exemple Ouais, on est carrément avancé l'association de leur côté et du vôtre en partenariat. Carrément. Alors pour ceux qui ne savent pas, juste Biocohérence, je précise, c'est le label bio, mais qui intègre justement beaucoup plus d'aspects, dont des aspects sociaux. Voilà. Et oui, c'est clairement l'ambition. C'est-à-dire que là, pour l'instant, nous on s'appuie sur le label bio, mais on est en discussion, on faisait encore une conférence mardi, on a organisé une conférence où il y avait le directeur de Biocohérence, donc ouais, clairement. Vous avez le label bio là? Oui, nous on est là, on est bio. Mais c'est cher aussi d'avoir le label. Non? Ça a un coût de quelques centaines d'euros, donc pareil, qui afférent au chiffre d'affaires, la surface, etc. Nous, ça nous semble important, encore une fois, le label bio, agriculture raisonnée, permaculture, etc. Ok, super. Sauf que c'est pas un cahier des charges, c'est pas audité, on n'a aucune certification, on n'a aucune certitude que c'est suivi. Donc voilà, au moins, bio, c'est un cahier des charges. Voilà. C'est suivi, c'est précis, c'est audité, ça a quand même cette force-là. Oui, du coup, certains ont le label bio, mais il y a des bilans carbone qui sont catastrophiques sur du bio aussi. On est bien d'accord, et c'est pour ça que vous avez bien compris, nous ce qu'on défend c'est du bio local, clairement, parce que si on veut être en cohérence, il faut qu'il y ait un faible impact environnemental, et donc c'est pour ça que le cahier des charges bio, et que des cahiers des charges comme Biocohérence ou autres, intègrent tous ces aspects-là, mais oui, clairement. Au niveau des subventions de la PAC, comment pensez-vous y prendre, parce qu'il y a quand même de forts lobbies avec la FNSEA, et comment sensibiliser les élus de la nouvelle Assemblée européenne avec le nouveau président qui vient d'être élu, qui ne va pas du tout dans ce sens-là, et la Commission européenne. Donc, je ne sais pas, j'ai rappelé que vous pensez prendre des choses, parce que c'est quand même un gros morceau. Nous, alors, on agit de plusieurs manières. Pareil, je reviendrai après, mais je réponds quand même. Concrètement, hein, on part des citoyens. C'est-à-dire que les pétitions, le fait qu'on incite des gens à s'engager dans cette voie, le travail qu'on fait auprès des parlementaires et
des candidats à la présidentielle fait que ça fait changer les choses quand même. Parce que oui, il y a des très forts lobbies qui sont en face, qui ont les moyens de financer des lobbyistes à Bruxelles, etc., de payer des repas ou je sais pas quoi. Mais ça remplacera pas une masse de personnes, de citoyens qui se prennent en main et qui refusent ce qui se passe, quoi. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur et qu'il ne faut pas croire qu'au contraire, ça a une... le nombre, encore une fois, gagnera toujours, quoi. Est-ce que j'ai entendu bien, c'est que vous proposez un modèle agricole, un modèle économique pour ce réseau de ferme d'avenir? Est-ce qu'il y a un modèle qui sera applicable pour chaque ferme? Alors, un des principes de la permaculture, il y a une méthode de conception de ferme qui s'appelle Obridim, bon je ne rentre pas dans le détail, mais qui fait qu'il faut s'adapter à son contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette magique, et justement c'est une des différences fondamentales entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture telle qu'on la prône, c'est qu'il n'y a pas une méthode type où, voilà, en gros on applique la recette, on monte son tracteur, même pas, il conduit tout seul, on sait qu'à J+8 il faut mettre tel intrant, à J+18 il faut faire tel machin, à J+20 machin. Nous c'est pas comme ça. Même si on tend à rationaliser, c'est tout le travail autour de la boîte à outils, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui seront contextuelles, c'est-à-dire qu'on ne fera pas pousser de la même manière quelque chose dans le bassin nantais que, je sais pas moi, en Auvergne ou à Lille ou à Montpellier, forcément, ça paraît évident, mais en fait ça l'est plus ou ça l'est plus vraiment. Il y a certaines choses qui pourront s'appliquer partout, et nous on modélise économiquement la manière dont ça peut se faire, on propose des méthodes culturelles, du matériel, etc. Mais on propose aussi, ça fait partie finalement du travail, le fait qu'il faut s'adapter à son contexte. Son contexte, tout bête, mais la terre, le climat, et son contexte, l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que selon auprès de quel bassin de population, auprès de quel bassin de population on est, selon s'il y a déjà beaucoup d'acteurs bio qui sont, ou d'agriculteurs qui sont installés sous ce mode de production ou pas, il y a plein de manières de s'adapter, quoi. Il faut vraiment s'adapter. Puisqu'on n'est pas sur une logique d'export, on est sur une logique de local, justement, peu d'impact carbone, etc. Donc on est obligé de s'adapter à son contexte. Et donc, justement, ça fait une transition. Donc là, je vous ai parlé de micro-fermes, donc vraiment de petites fermes, sur petite surface, en maraîchage d'ailleurs. Et on mène une réflexion un peu plus large, justement, au-delà du maraîchage. Et voir comment, ce que je vous ai dit en introduction, c'est-à-dire la permaculture appliquée à l'agriculture, on peut aller un petit peu plus loin que ça. En tout cas, on peut l'appliquer à autre chose que des micro-fermes maraîchères. Et du coup, la réflexion qu'on a, elle est autour de deux concepts. Le concept de grappe et le concept de péiculteur. Aujourd'hui, c'est en haut à gauche, c'est des petites fermes, 3 hectares, 1 hectare, 2 hectares, qui sont des micro-fermes maraîchères. Demain, on se dit, ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que pour créer de la résilience, pour créer des synergies, pour créer de la mutualisation, il faut créer des écosystèmes qui deviennent de plus en plus autonomes et qui couvrent autre chose que les besoins en fruits ou en légumes, quoi. C'est l'idée d'associer un paysan boulanger, un magasin de producteurs, de l'agroforesterie, etc. Et pour mettre en place ça, c'est-à-dire pour mettre en réseau ces différentes fermes qui se constituent, on a pensé à une fonction qui est la fonction de péiculteur, qui est un métier, qui est un animateur. Le péiculteur, c'est un animateur de territoire. C'est un entrepreneur de territoire qui arrive sur un territoire, ou qui est implanté sur un territoire, peut-être déjà une ferme, quoi, et qui se dit, ok, comment je fais monter la sauce, comment je structure tout ça, comment je le passe à l'échelle, comment on va un petit peu plus loin, et comment on remplace le système dominant actuel. Et donc c'est quelqu'un qui négocie avec des fournisseurs, qui fait du recrutement, qui porte des fonctions de support administratif, comptable, etc. Et qui arrive à terme à mettre en place ça. C'est-à-dire des systèmes, des grappes de ferme, une dizaine de fermes, dans lesquelles il y a de la polyculture élevage, il y a un paysan boulanger, on en parle après, de l'arboriculture, etc. Et comment on recrée du bio et du local, comment on se réapproprie concrètement à notre alimentation, mais sur tous les pans. Et donc là, on n'est plus sur une micro-ferme, on est sur un écosystème de micro-ferme, on pourrait dire, on est sur une grappe, on appelle ça grappe, on appelle ça comme on veut, mais on est sur une grappe de ferme. Et la grappe, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est la résilience, c'est la diversité des activités, et donc la résilience. Là, ça crée un intermédiaire, parce que cette personne-là, elle est rémunérée, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs schémas. C'est-à-dire que ça ne crée pas un intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, le péiculteur ou la péicultrice, c'est pas un supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un qui, en tout cas, fait partie de l'équipe. Ça pourrait être une coopérative, par exemple, dans laquelle il y a ce poste-là, qui pourrait alors soit être salarié,
soit être rémunéré sur la production. On est en train de le tester, on est en train d'en former, donc on va voir ce que ça va donner. C'est quelqu'un qui a une certaine fonction dans une équipe globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux agriculteurs d'être comptables, marketeurs, maraîchers, producteurs. On leur demande 500 fonctions en même temps. C'est un des seuls métiers, c'est un des métiers les plus complexes du monde. Donc, pardon ? Commercial, bricoleur, ouais, exact. Voilà, on leur demande de tout faire, quoi. Et donc nous, vraiment, l'idée, c'est de se dire, on ne dit pas qu'il faut se spécialiser. On dit juste que si on veut créer un écosystème qui est résilient et qui marche et sur lequel il peut y avoir des synergies, il faut créer ce poste, cet emploi, ce métier. Mais ça peut être quelqu'un qui est producteur et 20% de son temps, il le dédie à cette activité-là. C'est pas un intermédiaire, quoi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de l'équipe. On peut le dire de la manière. Et donc du coup, alors bon, ça c'est un exemple. À quoi pourrait ressembler demain une grappe de ferme ? Avec des vergers, de la biodiversité, du céréal, du fourrage, des ruches, du maraîchage, du pré-verger et de la transformation. Boulangerie, fromagerie, pressoir. Et donc là, on est sur des écosystèmes qui sont plus larges. On va plus loin que la micro-ferme. On crée un écosystème de micro-ferme dans lequel on peut créer sur une centaine d'hectares 27 ETP, par exemple, 27 emplois. Et donc ça nous semble être le modèle de demain, parce que je reviens à notre... Voilà, ça nous semble être le modèle de demain, parce que je reviens à notre premier chiffre, un des premiers chiffres, c'est que demain, il y a 40% des agriculteurs qui partent à la retraite. Donc ça, c'est des gens qui partent, ok. Et ça veut dire qu'il y a des terrains de 100, 200, 300 hectares, 70 hectares, qui vont être à disposition, et qui vont avoir besoin de projets concrets qui vont pouvoir être mis en place sur ce type d'exploitation, ce type de surface. Et donc c'est ce genre d'idée. Alors là, dernière partie, après c'est fini, je sais pas trop que... Comment faire pour que ces milliers d'hectares qui vont partir, qui vont se retrouver en fait sur le marché d'ici 20 ans, d'une part, se retrouvent à faire de la permaculture et pas en fait à faire grandir la moyenne nationale de la SAU par agriculteur? Bah, il y a plusieurs... C'est ça la tendance depuis 20 ouais, bien sûr. 50 ans. Bah, nous, c'est toute l'approche. C'est-à-dire que déjà, il faut qu'il y ait des modèles alternatifs, d'autres possibilités, d'autres projets. Déjà, imaginer que ça puisse exister autrement. Ouais, ça, c'est déjà pas mal. Il faut qu'il y ait un modèle économique. Il faut qu'il y ait des financements. Il faut qu'il y ait du lobbying. Pour ceux qui connaissent peut-être la SAFER, je ne sais pas si vous savez, tout le monde ne peut pas acheter une terre agricole comme on veut. C'est un peu... Il y a un intermédiaire pour le coup. Et donc cet intermédiaire-là, l'État a le pouvoir de flécher une politique, c'est-à-dire qu'on peut décider que les terres agricoles qui seront cédées d'un exploitant de 100 hectares puissent être prioritairement dédiées à ce type de projet, par exemple. C'est une des manières, c'est pour ça que la partie lobbying et le pouvoir politique est très important. Je pense que c'est un ensemble de ces facteurs-là. Et rendre le métier désirable, quoi. Vraiment donner envie aux gens de le faire. S'il y a plein de collectifs de gens comme ça, et nous on voit de plus en plus qui veulent faire ce type de projet, on va y arriver, parce qu'ils auront des projets plus intéressants, parce qu'ils seront plus, donc ils auront plus de financement, parce qu'ils créeront des activités plus diverses. Exactement, il y a quand même une surenchère sur le prix de la terre. Il y a à la fois des exploitations qui s'agrandissent avec soutenues par les chambres d'agriculture, et par ailleurs par l'extérieur, c'est-à-dire des pays en dehors même de l'Europe qui recherchent des terres en France. C'est pour ça que je dis qu'il y a un point très important sur la partie lobbying. C'est essentiel, c'est-à-dire que ce que vous dites est vrai, et en même temps il faut. C'est-à-dire que dans certains endroits, il y a une politique de la SAFER, une politique nationale, qui va dans le sens de ce que vous dites, et effectivement des terres, des centaines d'hectares se font racheter par des entreprises étrangères. Le choix que doit faire la SAFER quand il y a une dizaine de dossiers qui se présentent, ils prennent le dossier où ils disent c'est le voisin qui a 100 hectares, c'est génial, ça fera 200 hectares. Ça c'est vrai. Et il y a d'autres endroits où c'est l'inverse, où on favorise l'implantation de jeunes, on favorise l'implantation de ce type de projet. Donc c'est une question de volonté politique, vraiment. Et de projet encore une fois, c'est-à-dire que oui, il faut qu'il y ait une volonté politique, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de s'installer, de proposer ce type de projet, d'être formés, de réussir, de donner envie. Et donc, comment vous pensez faire pour sur le plan législatif, que cela soit peut-être possible de légiférer sur les personnes qui veulent accéder donc, justement à ces futures terres c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut agir à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut agir au niveau ultra-local, j'allais dire sur le cédant, c'est-à-dire qu'on connaît tous peut-être quelqu'un d'agriculteur qui a bientôt cédé ses terres, de manière interpersonnelle on peut faire ça, ça c'est pas politique. On peut agir sur le maire de sa commune, on peut agir sur les députés, ça c'est notre travail,
C'est pour ça que nous on a fait des propositions de loi, je viens après, mais ce plaidoyer il a découlé sur des propositions de loi, c'est ça la fameuse pétition qui a permis de voter. Donc on propose des lois. Il y a le fait d'influencer la politique nationale et les programmes des politiques. Alors c'est pas bien sûr uniquement lié à nous, vous avez peut-être vu l'infléchissement de Hamon ou le fait que Benoît Hamon a mis beaucoup plus en avant la dimension environnementale. C'est aussi un travail de lobbying qu'on a en partie mené avec Nicolas Hulot, par exemple. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est vraiment au niveau national qu'il faut légiférer sur ce point-là, parce que si c'est au niveau local, il est évident que les structures autres que celles qui sont sur la permaculture produiront sur des lieux stratégiques où la production sera plus facile à faire vivre. C'est pas forcément la vision qu'on partage, c'est-à-dire que... Pas nous, mais c'est ce que la vision qu'on partage, par exemple, les gens... Je crois pas, je pense qu'il faut agir aux deux niveaux, c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas peut-être nationalement ils vont réussir, machin, ça se joue à tous les niveaux. D'abord, on n'a pas le luxe d'attendre et de se dire ça va être une élection présidentielle qui va être une élection providentielle. C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça se joue sur le maire de sa commune qui dit qu'il faut faire du bio local, en passant par effectivement le plus haut niveau et le président de la République, quoi, ou l'Europe, mais c'est partout. Donc concrètement, une personne qui aurait la volonté de vouloir par exemple monter une ferme en permaculture quelque part, il trouve le lieu, l'emplacement, il doit aller donc communiquer auprès de faire une demande auprès des collectivités s'il veut pouvoir accéder aux terres, ou il faut qu'il se débrouille par lui-même directement auprès du... c'est du gré à gré avec la SAFER qui est entre les deux. Donc c'est un achat-vente classique et la dimension SAFER. D'accord. Il y a le droit de préemption de la SAFER qui devrait être modifié, parce qu'il y a beaucoup derrière des petites sociétés, parce qu'actuellement c'est beaucoup des sociétés qui achètent et se cachent derrière des gros acheteurs. De prêtement, hein. Et donc c'est au niveau des SAFER que ça joue. C'est un des axes clés, oui, clairement. Moi je crois à la possibilité de reprendre des fermes sans aucun problème, puisque souvent les fermes appartiennent à plusieurs propriétaires, déjà, d'une part, et en s'entendant avec l'agriculteur, c'est possible, c'est pas impossible. Ah non, mais c'est faisable, hein, bien sûr. En fait, il y a une extrême diversité sur le territoire national aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué, c'est dans un endroit c'est très simple, dans d'autres endroits c'est complètement verrouillé. J'avais une autre question, c'était par rapport aux débouchés, puisqu'il y a des zones où il n'y a pas forcément beaucoup de population. Comment la permaculture peut être intégrée dans les zones où effectivement il n'y a pas une population qui peut forcément acheter des légumes parce que en Loire-Atlantique, il y a beaucoup de gens, il y a du monde, il y a une population. Là, je crois complètement au débouché des légumes, mais il y a d'autres endroits, pour moi, ça peut être compliqué. Il y a des endroits où ça peut se faire en recréant petit à petit une vie et un marché local. Quoi. Mais c'est clair que nous, on nous demande conseil très souvent sur des potentielles implantations. Dans certains cas, on dit qu'il ne faut pas le faire parce qu'il n'y a pas de débouché. Quoi. Donc oui, clairement. Et ça, ce sera du moyen terme. C'est-à-dire que nous, on appelle de nos pareils, on veut le modèle qu'on défend, c'est un modèle où on décentralise, où on recrée plein de centres et que du coup on recrée de l'activité dans les campagnes, mais ce sera du moyen terme. C'est pas bon. On a parlé de l'attractivité du secteur et donc de l'équilibre financier qu'on retrouve là-dedans, surtout sur le tableau avec une comparaison entre les programmes et l'écologie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec le principe de pollueur-payeur pour pouvoir, dans les fermes écologiques, créer les rémunérations dont vous parlez qui est Clairement. Clairement, c'est un des axes. Excusez-moi, oui, Marie, vous pouvez poser la question. Alors, je repose la question. Et vous me dites si je traduis mal, hein. Je vais essayer de ne pas déformer. Est-ce qu'on est pour le principe pollueur-payeur? Pollueur-payeur. Pollueur-payeur. C'est ça, est-ce que le principe de pollueur-payeur fait en est obligatoire pour pouvoir trouver la rémunération dans le fait qu'on ne pollue pas le sol et qu'on a le système de nettoyage de l'eau, etc. Nous, on est résolument optimistes. Ça veut dire qu'on préfère se faire rémunérer pour ce qu'on fait et que ça valorise nos produits, plutôt qu'on fasse payer ceux qui polluent. Est-ce que cette rémunération ne viendrait pas de ceux qui payent et qui polluent, justement? Ça peut être un schéma. Il y a plein de schémas possibles et clairement, il va falloir passer par là. En fait, nous la vision qu'on a, c'est pourquoi on dit 2030, je ne l'ai pas précisé, c'est qu'on aime bien dire qu'on a 20 ans pour changer le monde. C'est-à-dire qu'on est confronté à de tels défis et on est en train de mettre un système qui a de telles implications néfastes pour l'humanité qu'il faut le mettre en place vite. Et en fait, on aura, c'est une réponse de Normand, mais
on ne sait pas où, quoi. Oui, il faut qu'il y ait des pollueurs-payeurs, et en même temps, il faut qu'on rémunère les services écosystémiques par des particuliers, par des entreprises, par des collectivités. C'est tout en même temps, en fait. C'est tout en même temps. Il y en a peut-être qui seront pondérés de manière plus importante, il y en a qui arriveront peut-être avant. Pollueur-payeur, ça marche bien. On l'a vu sur la taxe carbone ou autre, même si le prix encore de la tonne carbone n'est pas suffisant, mais on a vu que ça fonctionnait, ces dispositifs-là. Donc peut-être que ça permet d'enclencher, puis peut-être qu'après on migrera vers d'autres systèmes, mais oui. Si je peux me permettre, ça fonctionne. Que ça crée des marchés parallèles de spéculation sur la taxe carbone. Donc on n'est pas juste. Ça marche pas parfaitement. En fin de compte, la question, c'est plus de dire, en fin de compte, la vision que vous avez, c'est de dire qu'un agriculteur a deux fonctions, une fonction de nourrir les gens et une fonction de dépollution, pour répondre à ce que vous disiez, donc c'est ça. En fin de compte, la valeur qu'on c'est pas une subvention, c'est bien qu'on est rémunéré parce qu'on participe à la dépollution, à défaire tout ce qui a été fait depuis des années. Et la préservation. C'est-à-dire créer une agriculture qui crée plus d'énergie qu'elle en consomme. Oui, c'est dépolluer, mais c'est aussi en soi mettre en place un système qui est pérenne. C'est pas ponctuel et il faut dépolluer, c'est un peu plus que ça, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est un système, il faut que l'agriculture devienne la solution et non pas le problème. Oui, et là c'est ce que vous dites. Et il faut aussi qu'en soi, on soit capable de créer un modèle productif qui aille plus loin que ça. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut persuader les politiques que la dépollution est un modèle de croissance sur les années à venir. Exactement. On y travaille, on essaie. Ça marche pas sur tous. Je ne suis pas persuadé qu'il y a que les politiques qui nous votent, c'est tous, manger, c'est voter. Ah ouais, 100 fois d'accord. Je sais pas, le monsieur qui est derrière vous, par exemple, vous êtes deux. Non, simplement pour abonder sur ce que vous disiez sur l'importance du local et la nécessité de ne pas attendre que l'échelon national. Il y a plusieurs collectivités qui sont engagées dans des politiques territoire nourricier, dans lesquelles effectivement l'objectif c'est de pouvoir produire l'alimentation qui sera consommée localement. Pas plus loin qu'à Saint-Nazaire, l'agglomération de Saint-Nazaire, dans son programme local d'urbanisme, elle a réservé des terres au maraîchage, sur un territoire qui est quand même assez fortement urbanisé. Et donc il y a aussi des leviers locaux qui peuvent nous permettre aussi d'enclencher certaines dynamiques. Bien sûr, ça se joue à toutes les échelles. Ça s'accélère, certains d'entre vous êtes entendu d'Albi. Albi, ils sont en train de recréer une ceinture maraîchère pour faire je ne sais plus quel pourcentage de production bio locale. Il y a des très beaux exemples en Italie aussi. Il se passe vraiment des choses. Il y a de plus en plus d'exemples de schémas à tous les niveaux. Quelqu'un avait levé un point. Non, mais la question, si c'est des chantiers quand même importants, c'est la désurbanisation, un minimum, parce que l'accessibilité à la propriété en milieu urbain, même si on fait des ceintures vertes, elle est verrouillée par les promoteurs. Aujourd'hui, faire une ferme par exemple à Nantes, il y a des spots partout, des industriels, on pourrait faire des fermes magnifiques, mais l'accès à la propriété aujourd'hui, c'est sortir 500, 600 000 euros. Vous disiez le prix à 4-5 000 euros, mais il faut forcément aller à la campagne à 30, 40, 50, 60 km. Donc il faut changer quand même tout ça. C'est pour ça qu'il y a C'est pour ça que l'axe politique est encore toujours fort. C'est-à-dire que malgré tout, il y a par exemple les PLU, plans locaux d'urbanisme, qui permettent de dire le type d'activité qu'on peut faire sur certains endroits. Moi j'ai un exemple très concret, à Mareil-Marly, c'est en banlieue parisienne, en région parisienne, ils vont changer le PLU pour que justement ce que vous dites, c'est-à-dire que les mecs ils sont assez à côté de Saint-Germain-en-Laye, je sais pas combien ça vaut le mètre carré là-bas, mais c'est cher c'est les plus chers de France. Ils changent le PLU pour que justement ce soit plus accessible et casser le côté spéculatif et désurbaniser en partie. Mais oui, il se passe pas mal de trucs à Nantes. Pour info, justement, politique un peu volontariste pour justement pas urbaniser et pas qu'on soit que sur de la construction de logements. Si vous avez un rôle comme un peu de terre de bien, donc trouver du foncier pour les agriculteurs qui souhaitent s'installer, et si possible savoir si vous mettez en relation les agriculteurs, enfin futurs agriculteurs qui vont faire des parties élevage et d'autres maraîchages, Tout le monde a entendu la question ou pas? Il y a deux questions. Il y a deux questions, c'est est-ce qu'on fait comme Terre de Liens? Terre de Liens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une foncière associative, coopérative, associative, je sais plus. En gros, ils sont non lucratifs. Ils achètent des terrains, justement, et ils louent ensuite ces terrains à des agriculteurs qui veulent faire le mode d'agriculture qu'on va faire. Donc c'est super bien. Donc nous, on ne fait pas la même chose. En revanche, on est 100 000 fois partenaires avec eux. On est partenaires pour des concours, je vous montrerai après. Et la deuxième question, oui, est-ce qu'on met en lien des gens qui veulent faire du maraîchage, des gens qui veulent faire de la polyculture élevage pour justement créer ces grappes? Et donc oui, on a un site social, donc vous allez sur fermedavenir/social, et il y a on a créé un réseau social géolocalisé
où on peut dire, voilà, je cherche du foncier, j'ai un projet collectif, vraiment pour mettre en relation. On l'a créé en juin, il y a 3000 personnes qui sont inscrites dessus, et il y a déjà plus de 800 échanges qui ont eu lieu. 800 projets, 800 interactions concrètes qui ont eu lieu suite à ce site social qu'on a lancé là il y a quelques mois. Donc oui, on est vraiment, elle est gratuite, tout le monde peut y aller. Vous pouvez dire je veux être bénévole, je cherche des bénévoles, j'ai du foncier, je cherche du foncier, j'ai des produits, je cherche des produits, il y a plein de trucs. Je sais pas trop quelle heure il est. Ok, bon, je suis totalement en retard, donc je vais faire la fin en vite. Ok. Donc ça c'est Ferme d'Avenir, ok, donc on voit rien. Au milieu, c'est un réseau et on fait plein de trucs. En gros, c'est pour vous dire que c'est juste pour vous parler en quelques mots de ce qu'on fait au-delà de ce que je viens de vous dire. Après, il y a des slides un peu plus précis où vous arriverez à lire et à comprendre. Donc, en gros, on veut créer un réseau de fermes. On fait de la recherche-développement, on met en place des outils, on fédère un réseau de pays-culteurs, on fait du conseil, on fait du financement et on fait de la formation. Ok. Ça, c'est toutes les activités qu'on mène. Et appuyé par un fort dispositif de communication et de lobbying. Communication pour donner envie, pour faire bouger les choses, pour fédérer, pour montrer des agriculteurs qui sourient et pas des mecs qui mettent du fumier sur des préfectures, ça change. Et c'est bien quand même, hein, et du lobbying pour faire changer les choses, plaidoyer, etc. Donc ça c'est ce qu'on veut faire, un réseau de fermes, donc de fermes d'avenir, quoi, de fermes engagées autour de chartes bio, biocohérence, qui partagent nos valeurs et qui sur le territoire soit ont une ferme, soit sont en grappe pour faire changer les choses. Ça, c'est ce qu'on fait sur l'aspect com. Donc on va faire le FAT, Ferme d'Avenir Tour, 15 juin, 15 septembre, 90 jours, 30 étapes, donc 3 jours par étape. Chaque étape, ce sera la même chose. Premier jour, visite d'une ferme en cours d'installation. Deuxième jour, visite d'une ferme installée. Troisième jour, visite d'un acteur de la filière. C'est le premier tour de France de l'agroécologie. Premier soir, conférence, Pierre Rabhi à Montpellier, trucs comme ça. Deuxième soir, agriculteuf. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer le concept. Troisième soir, troisième jour, 24 heures de documentaire pour sensibiliser. Voilà, si vous savez pas quoi faire cet été, il y a plein de dates. Ça commence le 15 juin à Metz. C'est plutôt comme ça. Ça passe à Nantes, 26, 27, 28 août. Voilà. Je vous parlerai de la programmation parce que je la connais pas encore, mais ça va être énorme. Donc réservez votre 26, 27, 28 août minimum. Ça, c'est ce dont je parlais, c'est le réseau social qui met en relation les gens. Donc bon là, on voit mal parce que c'est clusterisé, c'est-à-dire qu'il faut zoomer pour voir tous les petits points, les trucs. Mais ça permet de mettre en relation des gens qui veulent faire du bénévolat, qui cherchent des bénévoles, des gens qui cherchent de l'emploi ou qui recrutent. Ça permet de mettre en relation des gens qui ont du foncier, qui mettent à disposition du foncier, et même histoire sur les produits. Je vous disais, il y a plus de 3000 membres, donc si vous voulez, voilà, ça c'est un moyen d'agir aussi très concrètement et immédiatement. Ça c'est la partie communication, on va faire un livre. Alors pour ceux que ça intéresse et qui veulent un peu creuser le concept, on a fait un livre de 300 pages qui va sortir en mars, fin février, sur la permaculture, écrit par Linda Bedouin, notamment, qui est à la Mare des Ruffaux, qui est une ferme d'avenir, on peut dire. Là, il y a plein de petits dépliants. Pour ceux qui veulent, c'est l'instant page de pub, mais pour tous ceux qui veulent avoir des détails, qui veulent le pré-réserver, qui veulent voir le sommaire, etc., servez-vous, c'est fait pour. Bon, on a un Facebook. Voilà. Ça, c'est ce que je vous disais sur la partie lobbying. Donc, ça, c'est le plaidoyer. Ça, c'est la pétition. J'avais fait l'impression écran quand on était à 52 000, on doit être à plus de 60 000. Donc ça, typiquement, ça nous donne un poids hyper fort. Il y a 10 propositions de loi derrière pour voilà, que ce soit porté par des députés, faire passer les lois, aller voir tous les candidats à la présidentielle, les emmerder, leur faire changer leur programme, etc. quoi. On fait des concours et du financement. Tous les ans, maintenant, on fait des concours. Alors, ça change. Soit c'est du don pour s'installer, soit c'est du prêt à taux zéro, soit c'est pour planter des arbres. Donc là, il y a 3 jours, on a remis 500 000 € de chèques à des 44 agriculteurs au ministère de l'Agriculture, avec le FOL, ULO, etc. pour voilà, enclencher la dynamique et, encore une fois, financer des gens et permettre que ça marche. On a une plateforme de financement participatif qui s'appelle Bluebees, qui permet de faire du crowdfunding, donc du don, et du crowdlending, donc du prêt, à des agriculteurs. Donc de manière très concrète, si vous en tant que particulier vous voyez un projet qui vous intéresse, vous prêtez 1000 €, on vous rémunère à 2%, hein, c'est toujours mieux que le livret A, donc c'est pas mal, et ça permet de financer la transition, quoi.
Donc ça, et c'est la fin. Et donc ça, c'est, bon, du coup on en a dit plein parce qu'il y a eu des questions, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire nous, quoi? Alors oui, ça peut toujours être le politique, le président, l'Europe, je sais pas qui. Mais aussi, nous, on peut faire des choses très concrètes. Donc on peut signer la pétition, on peut consommer 100% bio, on peut se former à la permaculture, on peut créer sa ferme, on peut accompagner le changement au niveau politique, on peut financer des initiatives sur Bluebees, on peut acheter des livres pour se former, on peut faire ce qu'on veut, mais voilà, on peut faire plein de choses. On peut faire du lobbying auprès de son maire, j'aime bien cette idée, mais voilà. On peut, pour qu'il y ait de la nourriture bio dans les cantines, mais on peut vraiment faire plein de choses. Localement. Voilà, merci. Je sais pas si j'ai le droit de dire, est-ce qu'il y a des questions? Ou pas? Bon, ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'autres questions? Vous avez un peu d'élevage, par exemple des poules ou quelque chose? Il y a des poules à la Bourdésire, ouais. Il y a un peu de poules. Et là, on va faire une grande ferme en Ile-de-France, on va faire de la polyculture élevage, notamment bovin, sur les plans. Est-ce qu'on propose des stages, c'est ça? Oui, on propose des stages. Alors, le problème, c'est que à la ferme de la Bourdésire, vous avez compris, il y a 3 personnes et ça fait 1 hectare 4, donc on ne peut pas accueillir beaucoup de monde. Donc on en accueille 2 en moyenne. Mais du coup, c'est pour ça aussi qu'on a fait le réseau social et c'est pour ça qu'on fait un réseau de fermes. C'est-à-dire que, ok, nous c'est cool, on a une très forte notoriété, mais on flèche aussi vers les autres. Et il y a plein de fermes, vous pouvez aller sur notre site, vous cliquez sur d'autres fermes, et voilà. Je voulais plus parler de bénévolat. Ouais, on fait les 2. Stage et bénévolat, pardon, j'ai peut-être dit les 2, mais on fait du woofing comme on dit là. Et oui, on en fait plein et il y en a vraiment plein. Il y a plein de fermes qui font, donc si très concrètement même, vous voulez aller voir dans des fermes, vous former, tester le truc ou même juste filer un coup de main, c'est possible et c'est tout l'objet du réseau social. Mais même dans des fermes que vous connaissez qui ne sont pas sur le réseau social, vous leur demandez a priori, ils ne sont jamais contraints. Est-ce qu'il y a un statut particulier pour Ferme d'Avenir? C'est-à-dire nous en tant qu'association Ouais, voilà, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une SARL ou autre chose? Ah, on est une association, loi 1900. Hein. Okay. On est vraiment une asso classique, il n'y a pas d'actionnaire. Pardon, j'ai perdu la... D'après ce que je vois, vous voulez qu'il y ait plusieurs fermes d'avenir avec cette espèce de marque voilà, de ferme d'avenir. Est-ce que vous avez prévu des critères pour octroyer cette espèce de marque aux fermes et quels sont-ils? Alors je vais aller vite, mais on a fait une charte, qui est une charte ferme d'avenir, pareil, vous pouvez la consulter sur le site internet, qui est assez proche de la charte de cohérence, hein, très concrètement. D'ailleurs on est en train de réfléchir à voir de quelle manière on pourrait la mutualiser ou se nourrir mutuellement. Et oui, il y a une charte. Alors en fait, il y a 2 documents pour être membre du réseau Ferme d'Avenir. Il y a un questionnaire donc, qui permet de dire voilà, à combien de kilomètres vous distribuez 70% de votre production. C'est pas très long, c'est que 2 pages. Et du coup, il y a une charte qu'on peut afficher si on répond si le questionnaire correspond à nos critères pour adhérer à notre charte. On peut afficher une charte chez soi, faire partie du réseau. Et voilà, il y a plein d'avantages à faire partie de notre réseau. Des financements, de la communication, des Tours de France, passer des meilleurs, des concours, tout ça. Là-bas, pardon. Ah non, c'est vous, c'est vous. Oui. Vous êtes donc porteur pour les nouveaux projets de ferme, etc., qui se créent dans le cadre de Ferme d'Avenir, que j'ai bien compris. Quel relationnel vous avez avec les acteurs qui sont déjà sur les territoires et qui ont déjà des fermes existantes et comment vous les accompagnez dans la transition, etc. Alors vous parlez vraiment des gens qui sont installés ou des instances type GAB, etc. Non, je parlais plutôt des gens installés là. Alors justement, c'est toute l'approche, quand je disais péiculteur, mais même l'approche permacole, c'est-à-dire que quand soit quand on crée ou quand une ferme, on va dire, change et va un peu plus loin dans ses pratiques, nous l'idée c'est clairement de s'intégrer dans l'écosystème existant, quoi. Et de créer des synergies, des complémentarités, etc. quoi. Par exemple, quand on a créé la Bourdésire, clairement il y avait déjà plein de fermes bio qui faisaient un type de production, etc. L'idée c'est pas de rentrer en concurrence, hein. Même s'il y a un marché du bio et un marché de l'agroécologie qui grossit, donc entre guillemets il y a de la place quand même dans beaucoup d'endroits pour tout le monde et pour plein de nouveaux entrants. On essaie quand même d'être sur une logique de complémentarité. Et nous, c'est en tout cas un conseil qu'on donne à chaque fois et qu'on s'applique bien sûr à nous-mêmes, c'est la complémentarité, c'est-à-dire, ce que j'essaie de dire de manière un peu concrète, c'est que s'il y a des petits producteurs de haricots verts et que le marché est saturé, ça sert à rien de créer une ferme qui va notamment produire des haricots verts, quoi. Au contraire, il faut trouver la complémentarité, ou alors pas faire du maraîchage, faire de l'élevage, ou que sais-je, quoi. Quel surface de maraîchage il faut concrètement pour alimenter une cantine de, je sais pas, 500 élèves à peu près? Combien, pardon? 500 élèves? Ouais, une maison pour donner une valeur.
quelle valeur il faut au niveau surface pour alimenter vraiment une cantine municipale? En gros, par exemple, si on prend la Bourdaissière, alors il y a 1 hectare 4, mais on ne cultive pas 1 hectare 4, on cultive, je crois, là, 4500 mètres carrés à peu près. On arrive à nourrir environ 60 familles. Alors c'est des familles, c'est pas une école. Donc je sais pas, on pourrait tirer un peu une règle comme ça, mais alors, je fais un calcul qui vaut ce qu'il vaut. Mais en gros, s'il y a 500 enfants, donc imaginons que le midi, donc voilà, c'est pas 2 repas par jour, alors que les paniers c'est plutôt fait pour 1 repas ou 2 repas par jour. Je sais pas, j'imagine qu'il faudrait pouvoir cultiver... C'est pas sympa de faire des calculs. Tac, 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 1 hectare, 2 hectares... je sais pas, je pense que 2 hectares et demi cultivés. À mon avis. En gros, avec 2 hectares, on peut alimenter la cantine de l'école publique. Alors attention, on peut alimenter la cantine, mais il va falloir lui faire changer ses menus. C'est-à-dire que les tomates en hiver, c'est fini. On va baisser la consommation de viande, on va faire aussi des politiques sur le gaspillage alimentaire, mais oui. Alors, sur le calcul de 2 hectares, il faut revérifier un peu, mais oui, clairement, sur quelques hectares, on peut le faire. Clairement. Moins de 10. Ouais, clairement. Mais encore une fois, il n'y a pas que le fait de produire, c'est un peu plus complexe. Justement, est-ce qu'il existerait, ou est-ce que votre plaidoyer il ferait office de support pour des citoyens lambda pour venir pour que ces gens-là viennent voir leur mère et disent voilà, on ne sait plus sur ça pour vous dire qu'il faut changer les... Alors, il y a un plaidoyer de 150 pages qui est long, que je ne conseille pas à tout le monde si vous n'avez pas envie de vous le faire. Et après, on a fait un truc trop bien. Enfin, on a fait 2 trucs bien. D'abord, on a fait un résumé de 12 pages. Pas mal. Et on a fait un résumé, alors ça c'est encore mieux, de 4 pages. Et ce résumé de 4 pages, on l'a décliné, c'est-à-dire qu'il y a à destination des élus locaux, à destination des élus nationaux, à destination des entreprises. Donc ça c'est pareil, c'est complètement en ligne sur internet, et donc vous pouvez vous en saisir et envoyer juste la version de 4 pages, quoi. Mais oui, il existe des versions sympas, je sais pas, diffusables. La question, c'est concrètement, comment est-ce qu'on peut participer et devenir en gros pays? Alors il y a plusieurs manières de le faire, soit en tant que tel, en entreprenant, quoi, voilà. Et après nous on fait une formation. Donc là on est en train de finir la première formation, elle dure 60 jours, et on a lancé là il y a 2 jours, la deuxième. Alors j'ai pas les dates en tête par cœur, pardon, mais ça commencera fin septembre 2017 jusqu'à février 2018, ça dure donc 60 jours, c'est en Touraine, et c'est une formation où justement on forme des pédiculteurs, on les forme à 2 choses en gros, on les forme à... il y a 2 jambes, quoi. Il y a la première jambe, c'est toutes les techniques culturales. Donc vraiment comprendre ça marche comment le maraîchage, ça marche comment la polyculture élevage, comment ça marche tout l'écosystème, toutes les chaînes, tous les maillons de la chaîne de valeur, les distributeurs, les transformateurs, les producteurs, machin. Et il y a un deuxième pan plus large, j'allais dire fonction support, genre compta, communication, marketing, etc. Plus gestion. La première formation, c'est quoi? Pardon, j'ai pas entendu. La première formation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? Je sais pas, vous avez dit que vous avez 2 formations. Non, pardon, c'était peut-être pas clair, on a fait la première session. On a fait la première session de cette formation pédiculteur cette année, là, qui a commencé l'année dernière, qui est en train de se finir cette année. Et on fait la deuxième session, mais c'est peu ou prou la même, quoi. Et pour avoir plus d'infos sur ça, tout en ligne, pareil. C'est en une du site, première photo. Justement, par rapport aux formations, il existe plusieurs types de formations, certainement. Donc des formations pour les pédiculteurs, des formations pour ceux qui veulent faire de la permaculture, certainement. Oui. Est-ce que les formations maintenant en permaculture, je crois qu'il doit y en avoir de plus en plus. Oui. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose presque officiel qui regroupe des personnes qui nous formeraient bien? Bien sûr. En fait, en tout cas, je ne vais pas critiquer le travail des collègues parce que je ne peux pas juger sans avoir fait la formation, mais ce qui est sûr, c'est que nous, les formations en permaculture, on délivre un CCP, certificat de conformité en permaculture, qui est une sorte de diplôme que ne peut délivrer qu'une personne qui a fait l'université populaire de permaculture. Donc c'est un diplôme, quoi, c'est reconnu nationalement, etc. Pas le CCP, mais les professeurs qui font cette université qui peuvent délivrer ce diplôme. Donc ça peut être un bon critère, quoi. Vérifier déjà que les personnes délivrent un CCP. Après, les retours d'expérience, voilà, c'est pas facile de juger. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a forcément qui sont bons et d'autres moins bons, mais ferme d'avenir, c'est bien, voilà. Mais il y en a plein d'autres. 60 jours aussi, c'est Non, alors les formations courtes, CCP, c'est en général 15 jours, 10 jours, ou une semaine. C'est plus court. Il y a plein, pareil, hein, sur le site, il y a d'autres programmes de formation, mais encore une fois, il y en a plein d'autres qui le font et très très bien. Vous verrez, nous on fait 90 jours de formation l'année prochaine, formation courte, moins courte, spécialisée, non spécialisée. J'ai une question, comment vous appréhendez la question du logement sur les transferts de clients? Imaginons qu'il y ait plusieurs formes.
l'idéal quand même, en général, c'est de pouvoir loger à extrême proximité ou sur sa ferme. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons en cas de pépin climatique, plein de raisons. C'est pas toujours possible. Voilà, c'est pas toujours possible. L'idée de la grappe aussi, c'est de se dire peut-être qu'il peut y avoir des logements qui peuvent être mutualisés, ce genre de choses, quoi. Justement, concernant les formations, donc, par rapport à plein de réseaux de permaculture, elles sont vraiment multiples. Elles ont un coût, ces formations, qui sont parfois assez énormes par rapport au temps passé finalement sur les fermes pour apprendre. Ouais. Est-ce qu'il y a des aides qui sont mises en place, ne serait-ce qu'en partenariat avec l'emploi ou des choses comme ça? Et aussi, est-ce que ces formations, elles délivrent la capacité agricole qui est nécessaire pour s'installer en fait et pour justement travailler avec la SAFER et accéder en fait au foncier agricole? Tout le monde a entendu ou pas? Ouais, c'est à peu près. Oui. Donc pour la première question, pour la deuxième question, parce que j'ai oublié la première. Oui, pardon, ouais, il existe donc bien sûr donc, financement pour l'emploi quasiment toujours possible, et financement par l'OPCA, donc l'organisme de formation là, machin, nous c'est Vivea, et oui, souvent il y a double possibilité de financement. C'est-à-dire qu'une personne qui veut par exemple s'installer, du coup elle cotise et donc elle a le droit de la formation et ça permet souvent de financer ces formations, et Pôle emploi aussi, qui sont d'ailleurs pas forcément excluants. Voilà, donc ouais, il existe des formations. Et la deuxième question, du coup, j'ai aussi oublié. Sur la capacité agricole. Ah oui, alors ça ne délivre pas la capacité agricole, attention, un CCP ne délivrera jamais la capacité agricole. La capacité agricole, le diplôme entre guillemets, le plus simple, c'est un BPREA, ça peut se faire par correspondance, etc. Mais c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Le BPREA n'est pas obligatoire pour avoir une ferme et vendre des légumes, etc. Mais la capacité agricole pour toucher des aides et ce genre de trucs est obligatoire. Juste, je voudrais préciser, juste pour ça, c'est que la capacité professionnelle agricole n'est pas une condition sine qua non pour acheter des terres agricoles, pour avoir des aides et pour être reconnu par ces terres. Exactement. Si tu veux t'installer juste en tant que fermier, voilà, tu peux prendre le temps d'acheter ta terre, acheter ton truc, et ensuite passer à ces terres. C'est pas une condition pour acheter. Ouais. Tout le monde a entendu, hein, c'est pas une condition sine qua non pour accéder. Ouais, excuse-moi. Non, pardon. Tout le monde peut demander à la SAFER un terrain même sans avoir le diplôme du coup? On ne demande pas à la SAFER un terrain. La SAFER, c'est un marché. Le fait d'acheter un terrain, c'est comme acheter un appart, quoi. Voilà. En revanche, la SAFER, qui est une entité, a un droit de préemption et doit valider cette vente. Voilà. C'est pas la SAFER. Alors même si c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'ils peuvent aussi vendre des terrains en direct, mais voilà. C'est pas, on ne demande pas un terrain à la SAFER, quoi. C'est-à-dire que la SAFER entérine ou non une vente et peut, via sa politique, choisir ou non de l'attribuer à tel et tel candidat à l'achat de ce terrain. Ah ouais, mais je pensais que c'est un organisme qui avait des terres aussi. Bah, ils le font aussi un peu, alors c'est là que c'est un peu compliqué. Mais... Mais du coup, à qui on demande ce terrain-là? Les propriétaires Ouais, bah, en vente, quoi. Des fermiers, des gens qui vendent, des foncières. Comme, encore une fois, comme quand on achète un appart, tout pareil. Quasiment. Justement, dans le cas idéal des 100 000 fermes, oui. Ça veut dire qu'il va falloir former pas mal de monde. Oui. Et justement, est-ce que tout le monde va passer un jour par le BPREA ou de veiller pour justement une autre type de formation plus simple, plus accessible pour pas mal de néo-ruraux? Et justement, par rapport au cas d'affiliation à la MSA, est-ce qu'il y a des statuts nouveaux par rapport à ces fermes qui doivent arriver un jour pour faciliter les choses? Je suis désolé, j'ai pas compris parfaitement la question. Et c'est parce que je suis fatigué, c'est pas votre faute. Ouais, mais dans les formations, justement, est-ce que vous plaidoyez pour de nouveaux types de formations plus courtes, ouais, pardon, ok, c'est plus simples d'activité pour les néo-ruraux qui vont prendre justement pas mal de standards de terme? Carrément. Nous, on va reprendre un lycée agricole. Donc voilà. Donc ouais, clairement, et on prône un renouvellement des pratiques agricoles, du type de diplôme agricole. Aujourd'hui, par exemple, dans l'éducation nationale, dans les lycées publics, il y a une obligation, et c'est un des principes de l'éducation nationale, d'enseigner tous les types d'agriculture. Donc oui, l'agroécologie, mais aussi le conventionnel, l'ultra dégueulasse, le super dégueulasse et tout. Donc du coup, nous, on veut faire 100% agroécologie. Voilà, désolé pour vous. Et oui, clairement, il faut et puis des diplômes plus simples. Alors c'est déjà un peu mis en place, il y a des sites, je crois, SIL, qui sont un peu ce que vous dites. Mais clairement, pour emmener autant de gens s'installer ou à se convertir, il va falloir mettre en place de la formation, on va dire classique, en lycée, mais aussi de la formation, aussi du woofing, du bénévolat, etc.
On va faire une ou deux questions. Dernière question. Deux dernières questions. Est-ce que vous pouvez parler des statuts agricoles? C'est pas gentil de dire. Pour les micro-fermes alors. Quand vous dites statut, vous parlez de quoi? Cotisant solidaire, ou le petit statut qui est en dessous là, dont on n'entend jamais parler et qui pourtant peut être utile pour les gens qui veulent se lancer sur un hectare. Alors, ça a changé récemment. Du coup, je ne pourrais pas répondre précisément. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait entre guillemets, une défaut sur quelque chose qui était vrai mais qui n'est plus vrai aujourd'hui. C'est que alors, la MSA, c'est la sécurité sociale des agriculteurs. Je dirais quelqu'un un peu. Bon, c'est ça même. Et donc, avant, pour cotiser à la sécurité sociale et donc pouvoir en bénéficier, c'était afférent à une surface. Ce qui n'est plus le cas depuis quelques mois, quelques années, je ne sais pas trop, mais c'est très récent. Aujourd'hui, c'est lié au nombre de temps qu'on passe. Il y a plusieurs critères, c'est où, et ça peut être au nombre de temps qu'on passe à faire cette activité, même si c'est sur une toute petite surface. Voilà. Et donc effectivement, il y a toujours ce statut, alors je ne sais plus comment ça s'appelle l'un ou l'autre, mais on peut toujours cotiser sans avoir le droit quand même à la sécurité sociale, dans certains cas. Mais je ne connais pas les critères par cœur, je suis désolé. Une dernière question. Dernière question. Quand on parle de permacule, on voit souvent des exemples de maraîchage. Mais quand on regarde l'assiette d'un français moyen, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce soit plus de céréales que de légumes. Et sans parler de la viande, et là vous avez parlé d'une ferme bovine en permaculture, qu'est-ce que ça va être concrètement? Parce que j'ai l'impression que pour enchaîner sur quelque chose de plus concret, faire une vraie transition, il faudrait vraiment passer à des surfaces agricoles. Bien sûr. Là, c'est tout. Je répète la question. C'était de dire fruits et légumes c'est top, mais concrètement ça représente 12% de l'assiette d'un Français et quid des céréales, quid qui nourrit vraiment, quid de la viande, quid de tout ça. Et donc du coup, c'est toute l'idée de la grande ferme, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut aller plus loin, qu'il faut aller absolument plus loin, c'est qu'il faut mettre en place, qu'il faut appliquer la permaculture, pas uniquement au maraîchage. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui ont déjà une approche permacole, même sans le savoir très souvent, dans ce qu'ils font comme élevage, parce qu'ils font de la polyculture élevage, c'est-à-dire qu'ils n'achètent rien, ils sont autonomes, ils font que du bio, etc. etc. Mais il y a peu de modélisation et on ne sait pas vraiment à quoi ça pourrait ressembler. Il y a un bel exemple, pour ceux qui s'intéressent, que je vous invite beaucoup à regarder, c'est Jean-Martin Fortier, c'est un Québécois qui a commencé par du maraîchage, qui a fait, alors je ne me souviens plus des chiffres, pardon, mais en gros c'est 130 000 $ sur un hectare. Mais c'est du bio-intensif, il ne se réclamait pas de la permaculture. Et là, on l'a contacté pour faire justement une grande ferme en polyculture élevage, maraîchage, etc. Et justement, et en plus, lui, il a fait un cheminement. Donc, c'est-à-dire que non seulement il a gardé ce côté bio-intensif, il y met une dose de permaculture et sur la polyculture élevage. Mais ils l'ont ouverte il y a 1 an ou 1 an et demi. C'est la ferme des 4 temps. Pour ceux que ça intéresse, c'est hyper inspirant. Et la ferme qu'on veut faire en Ile-de-France, justement, sera inspirée de cette ferme des 4 temps. Je suis désolé, je triche, mais il y a une dernière question. Alors, pas une question sur les statuts agricoles. Je voulais dire en France. Mais il y en a, encore une fois, il y en a même qui s'en réclament. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez la question, mais. Comment? Mais j'en entends. Mais non, c'est pour ça que je disais qu'il n'y en avait pas en France, c'est pour ça que je prenais le Québec. La question c'était de dire est-ce qu'il n'y en a pas quand même qui existent, et s'il y en a qui existent qui s'en revendiquent à l'international, mais je suis même sûr qu'en France, alors il y en a qui le revendiquent mais qui ne connaissent pas, ou il y en a qui le font sans le savoir. On le souhaite et puis... Polyface, un film qui a parlé justement de la permaculture appliquée à l'élevage, on peut dire ça comme ça. J'ai plus le droit aux questions. Justement, pour terminer là-dessus, par rapport au vénézien, par exemple, c'est là, il y a quand même des cultures qui créent un peu la région. Oui, bien sûr. On est en lien même avec la FNSEA. On n'est pas toujours d'accord. On est en lien. On est en lien, on parle avec eux. On est d'accord. Pas tous. Pas tous. Confédération paysanne n'est pas égale à la permaculture ou à l'agroécologie. Ça dépend. Non, mais c'est...
comme il y a des mecs qui sont à la FNSEA qui sont beaucoup plus éco-responsables que des mecs... Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à tirer une moyenne et à faire une catégorisation. Sur la philosophie globale, oui. Dans les faits, ça dépend des régions.